Coucou les addicts, c'est Aurélie, bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo décryptage. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'épisode 9 de la saison 3, le poteau noir. On va rentrer très très vite dans le vif du sujet. Si vous souhaitez compléter votre expérience au sujet de cet épisode et notamment voir quelques photos des coulisses ou des explications, soit des scénaristes, des producteurs, voire même des acteurs, j'ai rassemblé toutes les informations que j'ai pu trouver sur l'épisode sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description là juste en dessous. Et puis sinon, n'hésitez pas à enregistrer mon site dans vos favoris. J'ai toujours beaucoup de difficultés à partager le lien sur Facebook, où je sais que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc voilà, c'est une façon de me retrouver. Sans plus attendre, on y va pour le décryptage. Et comme d'habitude, je commence par vous livrer mes impressions générales ou quelques informations un peu globales sur l'épisode. Donc, il a été écrit par Shannon Ross. C'est une toute nouvelle scénariste. C'est le seul épisode d'ailleurs qu'elle a fait pour Outlander. Le réalisateur aussi est nouveau, il s'agit de David Moore. Il a aussi réalisé le suivant, selon le principe qui prévaut pour la série de filmer un bloc, et donc ça correspond à 2 épisodes d'affilée. Autant la réalisation m'a vraiment beaucoup plu, autant l'écriture, je vais en parler, m'a beaucoup moins convaincue pour l'épisode. Donc le titre de l'épisode, c'est Le poteau noir de Doldrums en version originale. C'est une traduction littérale. Et donc le poteau noir, c'est le nom qui est donné à un phénomène météorologique. C'est ce phénomène que subissent les personnages dans cet épisode. En fait, c'est une zone qui est située dans l'Atlantique, qui est très instable au niveau météo et où les vents peuvent être très changeants, difficiles à prévoir, et vous pouvez vous retrouver pendant plusieurs jours justement sans une once de vent, voire carrément sous la tempête. Donc voilà d'où vient le titre. Et donc c'est un épisode entier qui est passé sur la mer, sur un bateau, sauf pour les quelques premières minutes de l'épisode qui servent d'exposition, qui servent à expliquer justement ce qui suit et pourquoi il se retrouve sur un bateau. Et donc l'exposition avec la scène où on voit Jared, qu'on avait déjà vu dans le tout premier épisode de la saison 2. Et du fait que ça se passe sur la mer et sur un bateau, ça a nécessité énormément de créativité, d'imagination, d'effets spéciaux. Au niveau de la production, ça a été de gros défis. Et bien notamment, toute l'équipe est partie en Afrique du Sud. Ils ont utilisé des bateaux qui servent pour une autre série de Stars, Black Sails. Et donc, je le disais, beaucoup d'effets spéciaux que l'on peut voir dans les petites vidéos additionnelles ou dans les scènes coupées. Et vous verrez aussi dans l'article que j'ai mis sur mon site internet. Et donc, on quitte l'Écosse avec beaucoup de nostalgie, tout comme Jamie d'ailleurs. Et d'ailleurs, le nouveau générique qui précède le démarrage de l'épisode nous laissait bien supposer qu'on partait vers d'autres horizons, tant par les images que par la musique. On garde l'esprit Outlander, pas de souci, mais on y ajoute une nouvelle touche. Et donc ça, c'est une sorte de marque de fabrique de la série, puisque ça a déjà été fait, notamment pour la saison 2, où au début de la saison 2, quand Claire et Jamie étaient à Paris, on avait le générique qui était carrément chanté en français par Raya. Et puis ça avait changé ensuite en milieu de saison, et là c'est la même chose, et donc on se retrouve avec des sonorités plus exotiques, avec des percussions, des tambours afro-cubains, et des images, je le disais, qui promettent de nouvelles aventures. Et j'aime beaucoup une image qui est présente dans ce nouveau générique où on voit Claire face à l'océan. Alors on ne sait pas trop bien où elle est, et c'est en parallèle au générique précédent, pour la première moitié de cette 3e saison, où on voyait Jamie face à la mer, et lui il faisait face à l'île des Silky. C'est un épisode d'exposition.
On n'avance pas beaucoup, on n'avance pas vraiment, c'est un peu comme le bateau. Et c'est l'occasion de découvrir un peu plus le personnage de Marsali, et puis d'avoir aussi un peu de contexte et d'histoire sur Willoughby. On a quelques touches d'humour dans l'épisode avec le duo Hayes et Leslie, qui sont un duo comique qui n'est pas sans nous rappeler Angus et Rupert. Ils ont un peu le même genre de relation. Des touches d'humour aussi entre Claire et Jamie, donc ça fait plaisir. Un épisode où on a aussi beaucoup de clins d'œil à Shakespeare, tant dans les discussions, alors notamment entre Claire et le capitaine Rains, qui semble très cultivé, qui cite Hamlet, moi je trouvais qu'il y avait aussi un petit clin d'œil à Roméo et Juliette, et je vous détaillerai ça un peu plus tard. Alors, je ne compare plus très concrètement avec le roman, mais là, pour les lectrices, quelques mots quand même. Il y a de nombreux éléments du roman qui ont été volontairement oubliés, certainement par des questions de temps. Mais c'est une raison de plus pour pourquoi pas le lire, le découvrir si ce n'est pas encore fait. Puisque dans le roman, avant que Jamie et Claire se retrouvent sur un bateau direction les Amériques, ils passent en France. C'est l'occasion pour eux et pour Claire notamment de revoir Mère Hildegarde. Ils se rendent sur la tombe de Face. Alors ça, bien sûr, on l'avait vu dans la saison 2, mais voilà. Et puis, Jamie rencontre Mayer Rothschild. Le nom ne vous est pas inconnu. Et donc, Rothschild, lui, est spécialisé en monnaie, etc. Et Jamie lui montre des pièces du trésor de l'île des Silky. Voilà, donc tout ça tient de nombreux chapitres dans le roman et on ne l'a pas du tout. Donc, ce qui fait que pour l'épisode, il y a eu pas mal de réécriture. Il y a aussi beaucoup de scènes coupées. Si on les regarde bout à bout, ça représente un peu plus de 10 minutes de scènes qui n'ont pas été intégrées à l'épisode. Et quand on écoute Ron Moore, le showrunner, il l'explique complètement pour des questions de temps. Donc moi, j'émaillerai un peu mon décryptage d'extraits de ces scènes coupées. Je ne peux pas vous les mettre intégralement parce qu'il y a des droits d'auteur. Et donc elles sont bloquées. Mais je vous en mettrai des extraits pour illustrer mes propos au fur et à mesure. Néanmoins, pour moi, le gros plus de l'épisode, c'est que la romance entre Jamie et Claire est de retour. Et ouais, franchement, on l'attendait. Alors, Emma Malcolm avait été un superbe épisode. Et puis, on avait fait un peu flop dans les 2 épisodes qui suivaient. Là, vraiment, on retrouve nos héros. Et moi, ça me fait plaisir. Et puisque je parlais d'eux, en fait, ma scène préférée de l'épisode, ma scène top, c'est la scène que j'appelle l'homme sur la lune, lorsque Claire et Jamie sont sur le pont du bateau en pleine nuit et qu'ils regardent la lune. J'ai quelques griefs contre l'écriture de cet épisode, mais pour le coup, cette scène-là, très très bien écrite. On peut tout à fait s'imaginer que c'est le genre de discussion qu'auraient Claire et Jamie sur un bateau la nuit, alors que ça fait des semaines qu'ils sont en mer. Pour moi, ça signe vraiment leur romance, voilà, leur histoire d'amour. La musique qui accompagne la scène voilà, est sublime et justement, elle accompagne merveilleusement l'ambiance et l'atmosphère de cette scène-là. Moi, j'aime lorsqu'ils parlent de Brianna. Ils l'ont fait à chaque épisode depuis Emma Malcolm. J'aime aussi le fait que Claire soit émue en pensant à elle, forcément. Et on oublie, puisqu'elle a retrouvé Jamie, qu'elle a quand même laissé sa fille 200 ans dans le futur. Enfin bref, j'aime la référence au doudou de Brianna, qui est un lapin. Je ne sais pas si c'est voulu, mais on pense au lapin qui était sur le champ de bataille à Culloden lorsque Jamie était entre la vie et la mort. J'aime que Claire lui parle de leur quotidien, de l'histoire qu'elle lui lisait lorsque Brianna était petite. Je vous mets d'ailleurs le lien vers ce livre d'enfants qui est très connu des Américains. A priori, il existe aussi en français. Alors moi, je ne l'ai jamais eu entre les mains et je ne le connaissais pas. Mais Au revoir la lune. Et c'est un livre pour enfants qui a été publié en septembre 1947. Donc c'est seulement quelques mois avant la naissance de Brianna. Et donc ce n'est pas du tout anachronique. Claire a tout à fait pu lire ce livre à Brianna.
Et je dois aussi dire que si vous avez les DVD ou un accès aux scènes coupées, cette scène a été écourtée de quelques minutes quand même, parce que juste après que Claire parle de Brianna, Jamie parle aussi de Willie. Et il donne des informations à Claire sur les personnes qui s'occupent de Willie désormais. Il parle notamment de John Gray et de qui il est et du fait que Claire l'a rencontré dans une des batailles qui a précédé Culloden. Et dans cette scène coupée, Jamie exprime aussi les regrets qu'il a pour Ian et du fait que il s'en est pas vraiment bien occupé. Voilà pour ma scène top. Ma scène flop, ce que je n'ai pas aimé, c'est la scène avec Hayes qui est perché sur le mât. Pour moi, cette scène, alors c'est une réécriture totale, hein, ça n'existe pas dans le roman, ça. Cette scène n'a qu'un seul objectif, selon moi, c'est faire passer Jamie pour un héros. Je trouve que cette scène fait vraiment trop cliché. C'est du déjà vu. Ace qui manque de tomber, qui est rattrapé de justesse par une main de Jamie, etc. etc. Bof, ça n'apporte pas grand-chose. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que les cascades ont été réalisées par les acteurs, hein, même si le mât était beaucoup moins haut. C'est Sam Yuan et l'acteur qui incarne Ace qui ont joué la scène. C'est une scène qui va dans le sens de la réécriture globale sur cet épisode et qui va de pair avec le thème des superstitions, hein, qui a été voulu par la production. Ça, vous pouvez l'entendre dans la vidéo, dans les coulisses d'Outlander que je publierai sur Facebook. Oui, voilà, ce thème des superstitions qui a été mis en avant par la production. Mais voilà, ouais, globalement très très bof. L'enchaînement est tout trouvé et mon premier thème d'analyse pour mes focus, ce sera justement les superstitions. On sait que les marins étaient et sont encore assez superstitieux. On a déjà vu de nombreux films avec des histoires de marins, pas de femmes à bord, pas de lapins, etc. Et là, on en trouve dans l'épisode quelques-uns. Alors, l'histoire du Jonah, je ne vais pas développer, mais donc cette personne sur le bateau qui est censée porter la poisse. On a aussi une mention aux femmes sur le bateau, hein, avec la tête de proue et cette sirène au sein nu. Ici, on a aussi le fait de devoir toucher le fer à cheval, qui est censé porter chance. Et puis, une superstition que je ne connaissais pas, mais voilà, les roues sont censées porter mauvaise chance. Et donc, c'est pour ça que tous les marins disent bonjour à Jamie au moment où le bateau démarre. Alors qu'ils ne disent pas bonjour à Claire, c'est comme si elle était transparente. Claire s'amuse de ces superstitions et s'en insurge un petit peu. Elle semble ne pas les comprendre et voilà, elle est très dédaigneuse vis-à-vis des superstitions. Et donc, ça donne l'occasion de confrontation avec le capitaine Hayes, un personnage qui, entre parenthèses, mais tout à fait sympathique. Un homme qui sait garder son calme et qui sait garder sa ligne de conduite, hein, quelles que soient les situations. En fait, pour moi, le capitaine Hayes est un pragmatique. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il soit cultivé et peu importe ce que lui pensent des superstitions, finalement. Hein, c'est ce qu'il dit à Claire, c'est ce que les marins pensent qui compte. Et donc, on sait qu'ils sont sur un navire marchand, Rains et le capitaine, et Jamie fait office de suprécargue, ce qui veut dire qu'en fait, il représente le propriétaire de la cargaison du bateau sur le bateau. Et donc là, il sert les intérêts de Jared. Hein, c'est ce qu'on comprend au tout début de l'épisode. Et donc, je disais, on est sur un navire marchand, ce qui est différent d'un navire militaire, hein, qu'on verra à la fin d'ailleurs. D'ailleurs, on voit tout de suite la différence de taille entre les deux bateaux et puis aussi la différence d'organisation. Si on revoit l'épisode et qu'on regarde l'organisation des marins sur le bateau sur l'Artemis, on voit que ce n'a pas du tout la même rigueur que sur le porpoise qu'on voit à la fin de l'épisode.
Et donc, je disais, le capitaine Hayes, lui, son rôle, c'est de tenir ses gars, hein, d'avoir le respect, enfin oui, de susciter le respect et d'avoir suffisamment d'autorité sur ses marins, en sachant que lui n'a pas la possibilité, comme il le dit, de les fouetter ou voilà, d'user d'une autorité avec la force. Et je trouve que dans les confrontations entre Claire et le capitaine Hayes, on voit quand même toutes les contradictions de Claire. Elle est très, elle doute beaucoup par rapport aux superstitions, alors qu'elle-même est passée à travers les pierres. Donc, je trouve que c'est très ambigu, sa situation. Et en fait, le capitaine essaye de lui dire que tout ne peut pas être expliqué. Et effectivement, tout ne peut pas être expliqué. C'est l'argument majeur de la science contre la religion. Et ensuite, lorsque ils sont à table tous les deux, il y a une nouvelle discussion pleine d'esprit, hein, avec donc des citations d'Hamlet et la métaphore sur de l'effet placebo. Et c'est ce que je disais, hein, si finalement les marins croient aux superstitions, c'est qu'il y a une part de vérité. Et c'est une façon de dire que il n'y a pas de vérité absolue. En fait, chacun a sa propre vision subjective du monde. Et le tout, c'est de respecter ça et de s'en servir pour ses propres intérêts. Et là, le capitaine, lui, ce qu'il souhaite, c'est que l'ordre règne sur son bateau et qu'il n'y ait pas de mutinerie. Ça bouleverse sans doute un peu l'esprit cartésien de Claire. Et puis, alors, au travers de toutes ces confrontations, on constate aussi qu'en bonne anglaise, Claire connaît très, très bien ses classiques. Elle connaît Shakespeare. Donc, je le disais en introduction, l'épisode est aussi une façon d'en connaître un peu plus sur le personnage de Willoughby. Je l'ai déjà dit, hein, dans mes précédents décryptages, ce personnage a été très édulcoré par rapport au roman. Hein. Il est assez différent. Cela dit, la scène majeure qu'il a dans l'épisode est une reprise du roman avec des dialogues, des extraits de son monologue qui ont été vraiment tirés mot pour mot de l'écriture de Diana Gabaldon. Un petit mot sur Gary Young qui interprète ce personnage, je trouve avec beaucoup de dignité et de profondeur. Hein. Il me le rend sympathique aussi. Alors que franchement, dans la lecture du livre, moi, je n'aimais pas Willoughby du tout. Hein. Et on voit encore, hein, que Claire s'intéresse beaucoup à lui. Elle l'appelle toujours par son nom chinois, hein, Yi Tianshou. On découvre que Willoughby maîtrise l'art de l'acupuncture, cette médecine chinoise, et qu'il est aussi très sensible à la nature. Hein, son observation de l'albatros là, qui vole en rasant la mer. C'est toute sa culture chinoise qui ressort, et son histoire est accentuée par le thème musical qui a été écrit par Bear McCreary, avec des petites sonorités très asiatiques, une petite flûte, une petite harpe. Ça correspond bien, ça correspond vraiment bien. Entre parenthèses, je parlais de l'amour de la nature de Willoughby. Dans le roman, on a tout un chapitre qui est consacré au dressage d'un pélican. C'est assez sympa à lire, assez drôle. Là encore, je vous renvoie au roman. Il n'y a pas à faire. Ça complète vraiment bien. Tout fan que l'on peut être de la série, et ce que je suis, vraiment, n'en doutez pas. J'adore aussi les petits compléments qu'on a dans les romans. Et donc, je disais, son monologue, qui a été vraiment superbement joué par Gary Young. Belle performance. Et ça sert plusieurs objectifs. Si on parle vraiment de l'intrigue et de l'histoire, ça sert à détourner l'attention des marins, hein, qui étaient sur le point de se battre et de s'en prendre à Hayes, voire même à Jamie, hein, qui s'était interposé. Il gagne du temps, puisque lui a vu que visiblement la météo allait tourner. Et puis en plus, il montre aux marins qu'il est un peu comme eux, hein, qu'il est finalement un des leurs. Lui, ce dont il rêve, c'est toucher les seins des femmes, en fait. Hein. Donc finalement, rien d'autre que ce que désirent également les hommes sur le bateau. Et si on se place à un second degré, outre raconter son histoire, son monologue a aussi un peu une fonction miroir. Et fonction miroir, d'une part vis-à-vis des marins, puisque lorsque Willoughby, à la fin, se dit « mais finalement, j'ai tout quitté, et pourquoi faire, hein? Est-ce que ça en valait vraiment la peine ?» Les marins
on peut s'imaginer qu'eux aussi ont tout quitté. Ce n'est certainement pas un choix de carrière, hein. Le fait qu'ils sont sur un bateau, c'est que probablement ils ont eu des accidents de vie, on va dire comme ça. Et le deuxième effet miroir, c'est par rapport à Claire. Et j'aime beaucoup cette lecture-là parce que ça doit faire écho lorsque Willoughby raconte son histoire. Elle aussi a tout abandonné et elle aussi doit se battre pour gagner le respect et se faire une vie, en fait, là où elle est. Et tout ça fait que les marins ont finalement de l'empathie pour Willoughby. Et à la fin de son discours miracle, le vent se lève. Entre parenthèses, lorsque je l'ai vu monter sur le parapet du bateau, moi j'ai bien cru qu'il allait se jeter à l'eau et qu'il allait en fait se sacrifier pour que les marins aient leur Jonah. Donc mauvaise interprétation de ma part. Je ne sais pas si ça a été votre cas aussi, mais du coup c'était assez théâtral, hein, cette façon de jeter ses papiers et son histoire et le laisser au gré du vent. Voilà pour Willoughby. Autre personnage que l'on découvre un peu plus, c'est Marsali, et j'avais envie de questionner un peu la réaction que Jamie a face à Fergus et Marsali. Et donc c'est vrai que Marsali est une invitée surprise sur ce bateau. On avait bien vu avec le duo comique en début d'épisode que Hayes et Leslie cachaient quelque chose, et la surprise est de taille pour Jamie. Donc on découvre que Fergus et Marsali sont mariés, donc par cette tradition qui s'appelle le Handfast. Et donc c'est la première fois qu'on en entend parler, hein. C'est Jamie qui explique cette tradition qui veut qu'on puisse se marier finalement en aparté et pas devant un prêtre, mais par la suite il faut officialiser. Moi, je trouve que Fergus et Marsali font bien la paire, hein, tous les deux. Marsali avec son regard de tueuse et Fergus avec son regard d'agneau. Les opposés s'attirent, hein, comme on dit. Et on voit donc que Marsali a un caractère bien trempé. Alors, soit fougue de la jeunesse ou gêne de manipulatrice de Lyrie, sans doute un mélange des deux. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et pourtant, moi, je trouve que Fergus et Marsali ont un petit côté de la version jeune de Claire et Jamie. Fergus est cérébrale, réfléchie, alors que Marsali est passionnée, vive, intelligente. Bon, pour autant, pour Jamie, la pilule ne passe pas du tout. Il prend des mesures sévères qui pénalisent son intimité avec Claire, donc ça va loin. Et tout ça par volonté de protéger la vertu de Marsali. Il prend ses responsabilités de père vis-à-vis d'elle. Et il est aussi déçu que Fergus lui ait caché finalement sa relation avec Marsali. Et ce qu'on comprend, c'est un peu plus tard, c'est qu'en fait, il veut protéger Marsali car il connaît les affaires de cœur, enfin, les affaires un peu plus bas que le cœur, je pense, de Fergus. Et d'ailleurs, il y a une scène coupée, c'est d'ailleurs dommage, puisque ça nous donne plus de contexte sur les motivations de Jamie, là, et sur son... comment je vais appeler... Enfin, sur le fait qu'il soit très refroidi par ce qu'il vient de découvrir. Les arguments qu'utilise Fergus, je disais, il est assez cérébral, assez réfléchi aussi, Fergus. Ces arguments devraient faire mouche parce qu'en fait, très malin et tout malin qu'il est, il compare son histoire à celle de Claire et Jamie. Effectivement, Claire et Jamie ont été mariés alors qu'ils se connaissaient à peine. Fergus parle aussi d'honnêteté en disant qu'il n'a pas de secret pour Marsali. Et c'est là où j'en viens, et j'ai envie de comparer finalement Fergus et Marsali à Roméo et Juliette. Au début de la pièce de Shakespeare, Roméo est totalement épris de Rosaline. Et c'est lorsqu'il voit Juliette danser sur la piste de danse qu'il a le coup de foudre pour elle, et Rosaline est aux oubliettes. Et là, Fergus, c'est un peu ce qu'il dit, finalement. Il a oublié toutes les autres femmes depuis qu'il a rencontré Marsali. Il en est sincèrement épris. Et j'en profite là pour mentionner qu'il y a un énorme écart d'âge entre ces deux-là. Marsali doit avoir 15-16 ans. Fergus, lui, a la petite trentaine.
Et je ferme la parenthèse. Et à propos d'honnêteté, là j'ai été très étonnée parce que Jamie demande et exige de Fergus qu'il soit honnête vis-à-vis de Marsali, alors que sur les 3 derniers épisodes, on ne peut pas dire que l'honnêteté était totalement de mise dans sa relation avec Claire de la part de Jamie. Et Fergus, prêt à tout, lui a tout raconté à Marsali. Et pour autant, c'est toujours non pour Jamie. Il n'y a pas moyen. C'est Claire qui essaye d'intercéder en leur faveur, à la grande surprise de Marsali. Et là encore, c'est sans succès. On n'arrive pas à faire fléchir Jamie. Et oui, je disais à la grande surprise de Marsali, parce qu'on voit bien que les relations entre Claire et Marsali sont hyper tendues. C'est froid, c'est plus que froid, puisque Marsali ne se gêne pas pour envoyer toutes sortes de gentillesses à la tête de Claire. Pour une jeune femme de 15-16 ans, ouais, c'est un gros culot. Mais j'aime bien, ça crée un peu d'ambiance. Je le disais tout à l'heure, grand retour de la romance. Enfin, on retrouve Claire et Jamie comme on les aime. Alors, avec ce petit bémol du début d'épisode qui, pour moi, est un peu bizarre. On ne sait pas trop où se situer, en fait. On est resté quelque part sur la falaise en attendant que Yann revienne de l'île d'Helsinki, et puis avec cette question que Jamie a posée à Claire et à laquelle elle n'a pas répondu. Et donc on est un peu dans cette ambiance-là quand on démarre l'épisode, mais très vite on comprend que Claire a fait le choix de rester. La seule chose, c'est qu'on se demande si elle a fait ce choix par obligation vis-à-vis de Yann, et dans l'attente de finalement régler le problème Yann pour enfin se poser les vraies questions. Donc je trouve que l'écriture au début de l'épisode là est pas très bonne, pas très claire. Je pense notamment aussi à cette question que Claire pose à Jamie au sujet de Yann et Jenny, et où Jamie dit simplement qu'il a écrit une lettre à Jenny. Enfin, ça nous est envoyé comme ça, on n'en sait pas plus, Claire réagit pas vraiment. Ah oui, t'as envoyé une lettre, ouais, ok, d'accord, super. Non, trop rapide. Mais cela dit, très vite, on sent que Claire et Jamie sont plus proches. Et en fait, ça dure tout l'épisode. On a les œillades, on a les gestes tendres. On voit qu'ils se portent une certaine attention l'un à l'autre. Les petits traits d'humour partagés, les confidences, les souvenirs qu'ils partagent. Leurs oppositions aussi. Mais toujours, mais maintenant dans une plus grande maturité, et puis le sexe. On voit que Jamie est toujours un grand sentimental. J'aime beaucoup le fait qu'il dise à Claire qu'il n'a pas pu se séparer de ses robes. Entre parenthèses, c'est bien pratique, puisque finalement Claire, depuis son arrivée en Écosse et au XVIIIe siècle, on n'est pas très sûr qu'elle ait vraiment une garde-robe complète. Donc ça va être bien pratique. On voit que Jamie est toujours aussi prévenant. Et le fait qu'il n'ait pas voulu dire à Claire que son mal de mer avait été soigné grâce à Willoughby et pas grâce à ses tisanes, je trouve ça mignon. Et puis on comprend. Et ça permet à Claire de lui affirmer et de lui dire qu'elle l'aime et que Jamie n'a plus besoin d'avoir peur de la perdre ou de la froisser. J'ai beaucoup aimé la réaction de Claire lorsqu'elle a découvert que Jamie lui avait caché ça. On voit qu'elle a un regard tendre et amusé. C'est vraiment des réactions comme ça qu'on aime entre ces deux-là. Et j'aime aussi le romantisme de Jamie. En fait, lors de mes premiers visionnages, c'est cette scène-là qui m'avait le plus marqué, on va dire dans la case romantisme, lorsqu'il parle des cheveux blancs de Claire qui ressemblent à des traits de lune. Et où Claire le qualifie le roi des hommes. Donc ça, c'est un clin d'œil à Ron Moore, qui depuis son choix d'adapter Outlander, a surnommé Jamie le roi des hommes. Donc ça, c'est un petit Easter egg, comme les appellent les anglo-saxons. Et c'est dans cette scène où on voit la vraie reconnexion entre les deux. Et on se dit que l'épisode lyrique qui avait été dur à avaler est sans doute un peu derrière et
et en tout cas ne sera plus une entrave à leurs sentiments mutuels. Enfin, pas à leurs sentiments, mais au fait qu'ils s'épanouissent à nouveau dans une belle relation. Finalement, le seul moment que je ne m'explique pas tout à fait, c'est le fait que Jamie n'insiste pas pour suivre Claire sur le porpoise à la fin de l'épisode. Bon, il y a plein de bonnes raisons, mais je trouve que ça aurait été très dans le caractère de Jamie, finalement, qui la suive quand même. Vous voyez, voilà. Je vais finir par évoquer la fin de l'épisode en parlant du serment de Claire, qui, une fois de plus, semble la conduire vers les ennuis. Et donc, très rapidement, on retrouve Claire dans son rôle de médecin. Elle soigne les petits bobos à bord du bateau. Et d'ailleurs, il y a des scènes coupées qui concernent des interactions entre Claire et le cuisinier sur le bateau. J'essaye de vous en mettre des extraits, mais voilà, ça montre à quel point Claire s'affairait sur le bateau pour le bien-être des marins. Et d'ailleurs, dans le roman, Claire doit faire face au fait que les marins sont assez mal nourris. En fait, ils n'ont que du porc salé et des biscuits, je crois, des biscuits secs, ce qui fait qu'elle fait face à des constipations de certains passagers et marins. Bref, on n'a pas ça dans l'épisode, mais on sent voilà, qu'elle veut que tout le monde soit bien. Et on n'est pas très étonné qu'elle soit déterminée à se rendre sur le bateau anglais. Elle considère que c'est son devoir. Et je trouve que c'est assez malin de sa part de placer son serment d'Hippocrate sur le même niveau que d'autres serments. Et elle sait que Jamie est sensible et peut comprendre ça. Le mot serment, c'est un mot qu'il comprend. Et d'ailleurs, dans le roman, elle récite le serment d'Hippocrate à Jamie. C'est aussi un passage assez sympa dans le livre. Et j'aime aussi la réplique de Jamie qui dit que lui aussi a fait un serment et pas des moindres. Et là, moi, j'imagine qu'il pense à son serment de mariage où il a fait vœu de la protéger. J'aime beaucoup l'arrivée de Claire sur le bateau anglais. C'est presque comme une cérémonie. Elle est accueillie par des militaires qui sont bien rangés. Et du coup, ça contraste beaucoup, je le disais déjà tout à l'heure, avec le semblant de désordre qui régnait sur l'Artémis. Et le pont de ce bateau nous paraît bien clean, très propre, très rangé, bien en ordre. Et en dessous, c'est le chaos, c'est la misère. Et je parlais de la réalisation. Là, j'aime bien parce qu'on comprend bien ce qui se passe sans avoir des images trop subjectives. On n'a pas les images et on a les bruits et je crois que ça suffit. En fait, on comprend bien ce qui se passe. Et donc, quand Claire découvre les malades, son diagnostic est confirmé et il est vite posé. Donc, il y a une grosse épidémie de fièvre typhoïde. Elle sait ce qu'il faut faire, elle peut donner des conseils, et ce sont notamment des conseils d'hygiène, et elle peut les aider à s'organiser. Donc, ce qu'elle propose de faire, en expliquant que l'épidémie va d'abord empirer, avant que les mesures d'hygiène permettent d'améliorer les choses. Mais voilà, Claire est kidnappée, entre guillemets, à son tour, et elle n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Son bateau s'éloigne de l'Artémis. Et oui, on voit toutes les questions dans ses yeux alors qu'elle voit le bateau de Jamie s'éloigner d'elle. Même si je regrette un peu l'écriture de l'épisode, le scénario, il y a quand même des points positifs, et c'est la romance dont je viens de parler, et l'histoire de Fergus et Marsali. On a envie de savoir ce que ça va donner. On a envie de s'intéresser finalement un peu à leur histoire. Mais pour l'heure, Claire et Jamie sont à nouveau séparés, une fois de plus. On n'a pas vu la réaction de Jamie à l'éloignement du bateau, mais on suppose qu'il ne va pas en rester là. Alors, sauf que ce n'est pas lui le capitaine de l'Artémis. Ce qui nous rassure néanmoins, c'est que visiblement, ou en tout cas d'après ce que dit le capitaine Léonard, les deux bateaux vont au même endroit, en Jamaïque.
Donc nous verrons cela. J'ai terminé mon décryptage. Je vous rappelle que vous pouvez compléter l'expérience en allant visiter la page dédiée à l'épisode sur mon site internet. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez informé de toutes mes publications de vidéos, que ce soit des décryptages ou des traductions, d'interviews ou autres. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.